Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque au tout premier roman de la brillante autrice nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie. Elle n'avait que 26 ans quand elle l'a publié, ce qui est quand même incroyable. L'œuvre s'intitule L'Hibiscus pourpre et en fait, c'est une exploration absolument fascinante et, pour être honnête, bouleversante du pluralisme culturel, de la foi et des dynamiques familiales. Le tout se déroule dans le Nigeria des années 90, une époque marquée par une instabilité politique majeure. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ces thèmes incontournables pour bien saisir tous les enjeux complexes de cette histoire. Et l'histoire, elle nous accroche tout de suite avec une phrase choc. Tout s'effondra le dimanche des rameaux. C'est l'incident déclencheur par excellence. Ce jour-là, Jaja, un adolescent, décide de se rebeller et refuse tout simplement d'aller communier. Vu de l'extérieur, ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Mais dans le contexte ultra rigide de ce foyer précis, c'est une véritable bombe. Cet affront vient littéralement briser en éclats la facette de la famille parfaite. L'audace de ce geste nous saisit d'emblée, et ça soulève tout de suite la question centrale de notre récit, mais comment sont-ils arrivés là? C'est ce qui nous amène à notre première partie. Le dimanche des rameaux, l'effondrement d'une façade. L'autrice nous jette directement dans le grand bain, en plein cœur de l'explosion familiale, avant de faire un indispensable retour en arrière pour comprendre la toile étouffante qui tisse la vie dans cette maison des Nougous. Deuxième partie, l'emprise d'un père tyran, à la fois héros public et bourreau privé. C'est à travers le regard de Kambili, la narratrice de 15 ans, qu'on découvre peu à peu la dualité complètement glaçante de son père, Eugène. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la figure publique. Eugène, c'est le notable respecté par tout le monde. Un homme d'affaires accompli, engagé, qui possède même un journal indépendant militant pour les droits humains et qui est super généreux avec sa communauté, le pilier local par excellence. Mais de l'autre côté, en privé, c'est un véritable cauchemar. Kambili observe son monde avec une apparente froideur, qui est en réalité un mécanisme de défense absolu. Parce que derrière les murs de sa luxueuse résidence, Eugène est un dictateur, un tyran fondamentaliste qui fait vivre sa propre famille sous l'emprise totale de la peur. Il y a un point crucial à comprendre ici, et c'est une distinction analytique très juste mise en évidence par l'Observatoire Pharos. C'est la ligne rouge entre le fait d'être profondément croyant et celui d'être fondamentaliste. Transmettre sa foi ou enseigner des textes sacrés à ses enfants, ce n'est évidemment pas de l'extrémisme. Mais les enfermer ou les terrifier pour les y obliger, là on bascule dans la violence pure. Eugène ne se sert pas de la religion pour l'élévation spirituelle. Il s'en sert comme d'une arme redoutable de contrôle. Il maintient les siens dans la terreur constante de commettre un péché, et la moindre petite entorse à ses règles est punie avec une sévérité inouïe, toujours au nom de la droiture. Et c'est là qu'on glisse de l'analyse globale de cet extrémisme à l'horreur purement intime. La violence silencieuse de ce foyer atteint des sommets profondément tragiques. L'une des scènes les plus difficiles nous décrit Eugène en train de verser de l'eau bouillante directement sur les pieds de sa propre fille Kambili. Il ose présenter ça comme une simple expérience pour lui montrer ce qu'est la brûlure du péché. On est face à une éducation psychorigide terrifiante où la douleur physique devient la monnaie d'échange pour imposer une pureté morale. Cette emprise, elle se niche aussi dans des petits rituels du quotidien, complètement toxiques. Comme ce que le père appelle, de façon assez glaçante, une gorgée d'amour. En gros, il partage avec ses enfants son thé brûlant, tout juste sorti de la bouilloire. Les enfants sont obligés d'avaler physiquement leur douleur, de se brûler le palais, sous le prétexte tordu qu'on partage ce qu'on aime avec les personnes qu'on aime. Ce rituel perverti, c'est vraiment le symbole absolu de la façon dont le père force sa famille à intérioriser la souffrance en la déguisant en affection. Heureusement, ça nous amène à la troisième partie. L'éveil chez Tati Ifoema. Une porte s'ouvre. C'est le tournant majeur, le moment d'une respiration indispensable pour ces deux adolescents. À cause d'une grève étudiante et du chaos politique ambiant à l'extérieur, les enfants sont envoyés chez leur tante paternelle. Et là, c'est le jour et la nuit. C'est fascinant d'observer à quel point notre environnement physique sculpte notre état émotionnel. D'un côté, on avait la maison des Nougous, un immense confort matériel, mais un silence de mort, des règles étouffantes et l'usage exclusif de la langue anglaise. Chez Tati Ifoema, c'est l'inverse total. C'est la pauvreté matérielle, oui, mais la maison déborde de rires contagieux, de débats animés et de liberté. Les prières se rythment joyeusement par des chants en langue igbo. C'est un espace où les enfants apprennent la responsabilité, mais sans la menace permanente de la violence. C'est dans ce foyer modeste, mais tellement chaleureux, que se produit le véritable éveil de Kambili et de son frère Jaja. Ils réalisent, avec une sorte de choc, que toutes ces petites choses qu'on leur présentait comme des péchés mortels, le simple fait de rire, d'écouter de la musique ou de regarder des jeunes jouer au foot, en fait, ce sont des nécessités de la vie. Ils se dépouillent peu à peu du lavage de cerveau imposé par leur père pour faire l'apprentissage de la joie et de la liberté, sans aucune arrière-pensée. Et cette évolution culmine avec un détail narratif super poignant. Kambili raconte qu'une nuit, elle rêve de son propre rire. Un rire qu'elle ne reconnaît même pas au début tellement elle a oublié le son de sa propre joie.
Un rire, je cite, saccadé, rauque et enthousiaste, directement aspiré par sa tante. Ça marque une croissance incroyable de son personnage. Quand Billy trouve enfin sa voix, elle découvre qu'elle a le droit de s'exprimer et par-dessus tout, le droit de ne plus avoir peur. Ce qui nous fait passer à la 4e partie, religion et héritage colonial, le conflit macroscopique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà du drame intime, ce huis clos domestique est le miroir parfait des fractures de tout un pays. Si on dézoome un peu, on réalise que l'histoire se joue sur fond de violence nationale intense. La violence de la maison d'Eugène, c'est une allégorie directe des violences de l'État nigérien de l'époque. Leur récit traverse des émeutes, des couvre-feux, sans oublier le vrai coup d'État militaire de 1993. Mais il soulève aussi la question brûlante de l'héritage colonial. Le contrôle, la répression des libertés et le mépris pour les identités d'origine sont des traumatismes profonds, à la fois au niveau de la nation et à l'intérieur même du foyer familial. Et cette fracture se manifeste par un choc culturel massif au cœur même de la famille élargie. Eugène incarne un mimétisme colonial extrême. Pour lui, l'anglais est littéralement la seule langue digne de Dieu. Il rejette catégoriquement ses racines et sa langue maternelle. C'est tellement extrême qu'il coupe totalement les ponts avec son propre père, Papa Nemuku, uniquement parce que ce dernier refuse d'abandonner ses croyances traditionnelles. On voit bien ici toute la complexité et la tension entre les religions monothéistes importées et les croyances traditionnelles locales. 5e et dernière partie, le prix de la liberté, briser le silence. On ramène l'histoire à son point de départ, car après avoir goûté à cette lumière chez leur tante, le retour à la tyrannie devient tout bonnement impossible. Nous voilà donc revenus à ce fameux dimanche des rameaux, au moment précis où Jaja brise le silence. Ça fait écho à cette célèbre citation de Tolstoï. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. L'environnement familial créé par Eugène est tragiquement unique. On observe une famille très aisée, parfaite en apparence, mais qui s'autodétruit silencieusement à cause du fanatisme de son patriarche. C'est une réflexion super puissante sur l'ambiguïté des liens du sang et l'aveuglement destructeur qu'engendre l'emprise psychologique. Au final, l'histoire de Kambili et de Jaja, c'est une immense réflexion universelle sur la lutte contre l'oppression et l'éveil à soi. Ce décryptage nous laisse sur une interrogation finale, laissée en suspens par l'autrice et qui résonne longtemps après. Quel prix devront-ils payer pour avoir droit à la liberté ? C'est sur cette pensée forte et provocatrice que s'achève notre analyse. Le chemin pour se reconstruire après des années de peur est vertigineux, mais trouver le courage de briser le silence, c'est sans doute le premier pas indispensable vers la lumière.